On est le 5 avril 1994 et sur les télés du monde entier, on apprend la disparition du leader de Nirvana, Kurt Cobain. Comme Jimi Hendrix et Jim Morrison, il est mort à 27 ans. Une gloire soudaine à laquelle il ne s'était jamais habitué, la génération grunge qui réagit contre la mollesse du rock vieillissant a perdu son symbole. Sa mort met le monde en émoi, faut dire que Nirvana, c'était un des groupes les plus importants de sa génération. Ils ont fait très peu d'albums, mais ils en ont vendu des millions. Ils ont connu vraiment un succès colossal. Et avec la mort de Kurt Cobain, Nirvana est officiellement terminé. On est maintenant en 2008, à la cérémonie des Grammy Awards, une cérémonie réputée qui décerne des prix dans l'industrie musicale aux États-Unis. Et ce soir-là, un groupe est nommé dans 5 catégories, et ce groupe-là, c'est les Foo Fighters. Les Foo Fighters, c'est un groupe de rock qui a sorti des albums de qualité, qui est connu pour l'énergie qu'il dégage, avec des chansons mélodiques, des riffs de guitare puissants et une voix charismatique. Et d'ailleurs, le chanteur des Foo Fighters, qui joue de la guitare aussi, c'est un certain Dave Grohl. C'est lui qui a fondé le groupe en 1994, l'année de la dissolution de Nirvana. Parce que Dave Grohl, c'était le batteur de Nirvana. Et lorsque Kurt Cobain disparaît, il le sait pas encore, mais il s'apprête à traverser une période très difficile. Des mois de dépression, de remise en question, il voudra plus toucher à une batterie, jusqu'au moment où il décidera de fonder son propre groupe, les Foo Fighters. Aujourd'hui, on va donc parler un peu de Nirvana et surtout voir ensemble comment Dave Grohl a vécu cette période très sombre de sa vie, comment il a réussi à renaître, même si c'était pas gagné du tout. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et soutenir la chaîne sur Patreon. Merci beaucoup. Ok, on est au début des années 90 aux États-Unis. Il y a une nouvelle scène rock qui est foisonnante, avec notamment la scène de Seattle où on retrouve Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Mais si on s'éloigne de Seattle, il y a d'autres groupes brillants comme Dinosaur Jr., Bikini Kill ou encore les Red Hot. On est en plein dans une période de renouveau dans la musique. Tous ces groupes, ils ont une identité bien à eux avec une énergie nouvelle. Et on sent bien qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais c'est difficilement palpable. Au début des années 90, il n'y a pas internet. Tout ce qu'on a, c'est des magazines, c'est des émissions de télé. C'est difficile de se rendre compte en tant qu'auditeur à quel point un groupe fédère autant. Avec Nirvana, ça sera beaucoup plus simple. Parce que même si Bleach, le premier album de Nirvana, il rencontre pas de succès auprès du public, ils se vont très bien pour un premier album, mais ça reste quand même modéré. L'album suivant, le groupe le sait pas encore, mais il va les propulser dans le monde entier, sur le devant de la scène. D'abord, Nirvana, c'est qui ? Il y a Kurt Cobain qui joue de la guitare, qui compose, qui écrit les paroles, torturé, apathique, très sombre. À la basse, il y a Chris Novoselic, qui est réputé pour son jeu très simple, mais très efficace. Il ajoute à la musique du groupe de la puissance, et c'est un compagnon hors pair pour la batterie, puisque le duo basse-batterie fonctionne à merveille. D'ailleurs, le batteur vient d'arriver dans le groupe, puisque Chad Channing, le batteur initial, il est parti après l'enregistrement du premier album. C'est donc comme ça que Dave Grohl, un batteur qui a déjà un passé musical plutôt costaud, se retrouve au sein de Nirvana. Quand Dave Grohl arrive dans le groupe, il y a déjà des partitions de batterie de l'ancien batteur qui ont été écrites pour le prochain album, donc Dave il en laisse certaines parties inchangées, comme par exemple pour la chanson Polly, et il va aussi en retravailler, par exemple pour la chanson In Bloom, il va simplement faire quelques réajustements, mais il assumera totalement plus tard ne pas avoir écrit la partition initiale. Donc l'ambiance au sein du groupe Nirvana, elle est vraiment parfaite, parce que c'est des potes qui font de la musique entre eux, pour le plaisir, qui se prennent pas la tête, et c'est vraiment une période incroyable d'insouciance. Ils squattent parfois ensemble, et le soir, quand Dave est couché sur le canapé du salon, il entend Kurt qui joue doucement de la guitare dans sa chambre, et il se demande ce qu'il aura à leur proposer le lendemain. Est-ce qu'il aura trouvé une mélodie géniale ? Est-ce qu'il aura écrit des paroles qu'il voudra bien leur montrer ? La musique, c'est tout ce qui compte pour eux à ce moment-là. Ça leur permet d'oublier tout le reste, tous leurs problèmes. Et puis les chansons avancent comme ça, petit à petit. Le groupe, il est fasciné et fortement influencé par les Pixies, qui font du rock avec des couplets simples et des refrains qui explosent. Et c'est ça qu'il va y avoir dans Nevermind, qui est leur second album. Il sort en 1991. Aujourd'hui, tout le monde connaît ses chansons, tout le monde connaît sa pochette qui est devenue culte. Mais à ce moment-là, Nirvana, c'est un petit groupe connu localement, et c'est tout. Winner takes all. It's great to come in first. And before we announce the winner, I'd like to plug the Christmas album that was previously recorded by Boyz II Men and Wilson Phillips. Now I'll say the winner. Nirvana!
Les premiers jours après la sortie de Nevermind, le groupe il commence à percevoir quelques changements de comment ils sont perçus, on commence à les reconnaître dans la rue, enfin surtout Kurt, et là ils se rendent compte qu'il se passe vraiment un truc quoi. Et puis en seulement quelques jours, c'est l'explosion totale avec évidemment la chanson Smells Like Teen Spirit qui passe partout en radio. L'album il détrône Dangerous de Michael Jackson qui était à la première place des charts aux États-Unis et il devient numéro 1 dans beaucoup de pays, y compris en France. La première réaction de Dave, de Christ et de Kurt, c'est l'étonnement, c'est la surprise. Eux, ils prennent ça avec humour. C'est tellement impensable ce qui leur arrive qu'ils en rigolent en fait. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est absurde. Il y a des jeunes dans la rue qui s'habillent comme Kurt Cobain, qui ont la même coupe de cheveux, c'est l'hystérie partout. Il y a des concerts qui finissent en émeute, il n'y a pas assez de place dans les salles, les gens ils s'amassent à l'avant de la scène, et Kurt, il peut parfois même pas chanter parce qu'il a peur de se prendre son micro dans les dents tellement les gens sont proches de lui en fait. Donc les trois musiciens sont contents parce que comme le dit Dave, financièrement, les ventes de Nevermind, ça sécurise leur compte en banque et puis ça leur permet d'acheter des clopes. Mais de fil en aiguille, ils commencent vraiment à mal le vivre. Surtout Kurt, parce que c'est lui qui est le plus devant, c'est lui qui écrit, c'est lui qui chante, et en interview, ils seront plutôt désabusés en fait. In Teen Spirit, you seem to complain about the apathy of our generation, is that right? Whatever you want to make out of it, it's up to you. And do you share It's your crossword puzzle. And do you share this lack of engagement yourself? What, being apathetic? Yeah. Sure. Why? Why? Because we sleep too much. Nirvana, le groupe qui rêvait d'être le plus grand groupe au monde, c'est ce qu'ils avaient dit à leur producteur Butch Vig, ils vivent finalement très mal le succès. Parce que, encore une fois, on se rend pas bien compte aujourd'hui, mais le succès du groupe, il est démesuré. Et avant, ils se prenaient pas la tête, ils faisaient juste de la musique, c'était cool, c'était bonne ambiance, c'était incroyable. Mais à partir de 1991, et vraiment 1992, ils doivent porter à eux trois un fardeau monstre sur leurs épaules. Parce que le monde a maintenant des attentes. Parce qu'ils sont face à une contradiction. Comment rester soi-même, comment rester authentique dans sa musique et dans sa tête quand on est maintenant le groupe le plus commercial au monde. Dave le dira plus tard, on était encerclés, sans aucun moyen de s'en sortir. Les membres du groupe, ils ont l'impression que le public, les médias, ils leur pompent sans arrêt toute leur énergie. Ils leur prennent toute leur attention, peu importe si Kurt, Christ et Dave vont mal, les gens s'en foutent, ils veulent des autographes, des photos, des interviews, et c'est sans fin. Sachant que tout ce dont je vous parle là, c'est x1000 pour Kurt. Il est vraiment adulé et on le reconnaît tout le temps dans la rue, alors que Christ et Dave, c'est différent, ils peuvent se promener seuls sans relativement attirer l'attention. Kurt s'enlise dans la drogue puisqu'il découvre l'héroïne, il en prend beaucoup, et entre 1992 et 1993, il fera plus d'une dizaine d'overdoses selon sa femme Courtney Love. Sort leur troisième album, In Utero, un très bon album qui se vendra moins bien que Nevermind, mais les membres du groupe en seront très fiers et les critiques à l'unanimité jugeront l'album comme très bon. Malheureusement, la joie sera de courte durée. Kurt passe par un centre de désintoxication, il a un gros problème avec la drogue, et Dave, il comprend pas ça. Dans son entourage, il y a son père qui est alcoolique, mais il se rend pas compte de la véritable nature de l'addiction, et pour celle de Kurt, il a aucune idée de sa gravité. Le 4 mars 1994, Dave y reçoit un appel téléphonique, il apprend que Kurt est mort. C'est fini pour lui, il a fait une overdose d'un mélange de champagne et de Rohypnol, un médicament prescrit pour les insomnies. Alors Dave lâche le téléphone, il s'effondre sur le sol de sa chambre et il se met à pleurer en repensant à tous les souvenirs qu'il a eus avec Kurt. La personne introvertie qu'il était, les soirées où il jouait de la guitare calmement, les berceuses qui chantaient à sa fille avant chaque concert. Et puis quelques minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau, et la même voix lui dit que son cœur est reparti et qu'il est toujours en vie. Je vous explique pas le choc émotionnel que Dave et tous les proches de Kurt ont traversé ce jour-là. Mais un mois plus tard, le 8 avril 1994, rebelote, on appelle Dave, on lui dit que Kurt est mort, il s'est suicidé. Et cette fois, il n'y aura pas de deuxième appel téléphonique.
À partir de la mort de Kurt, Dave y vit chaque chose de son quotidien comme une première fois. La première tasse de café, la première fois qu'il prend la voiture, la première fois qu'il va faire ses courses depuis sa disparition. Kurt, il était tellement au cœur de son monde qu'il faut maintenant qu'il réapprenne à vivre sans lui. Alors les jours passent, il est en plein deuil, c'est quelque chose de nouveau pour lui, il a 25 ans, c'est la première fois qu'il perd un être cher. Et puis un beau jour, il reçoit un coup de fil. C'est un homme qui lui demande si ça lui dirait de venir jouer à la batterie au Saturday Night Live, qui est un talk show connu aux États-Unis, pour accompagner Tom Petty. Tom Petty, c'est un artiste connu qui a notamment fait la chanson Free Falling. C'est quelqu'un de très bien vu, qui a su résister aux pressions des maisons de disques, qui a une relation sincère avec son public, et puis surtout, il s'apprête à sortir Wildflowers, qui est un album qui va devenir l'un des plus réussis de sa carrière. Il s'est séparé de Stan Lynch, son batteur, et il cherche désespérément quelqu'un pour le remplacer et l'accompagner, donc à l'émission du Saturday Night Live. Et puis c'est pas dit explicitement, mais pourquoi pas collaborer ensemble par la suite. Et Dave, il comprend pas ça, il y a 1000 batteurs disponibles, et c'est lui qui l'appelle. Pourquoi ? Tom Petty, c'est un de ses artistes préférés, c'est un héros pour des millions de personnes, mais Dave, il a besoin de quelques jours pour réfléchir, parce que depuis la fin de Nirvana, il a quasiment pas touché à une batterie. Il peut pas en fait, ça lui rappelle trop Nirvana, ça lui rappelle trop Kurt, ça lui fait trop mal. Et depuis quasiment 1 an maintenant, il écoute plus de radio parce qu'il a peur de tomber sur une chanson de Nirvana et il fait plus de musique. En fait, il cherche à se protéger en rejetant la musique. Il a peur qu'elle réveille en lui quelque chose de très douloureux. Et on est tous comme ça, on se protège pour éviter de souffrir. Donc derrière la décision qu'il doit prendre, qui est simple en apparence, il répond oui ou il répond non, mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comme souvent d'ailleurs, on est des êtres humains, on a chacun notre sensibilité, et donc la question, c'est qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que vous êtes du genre à franchir le pas, peu importe ce qu'il y a derrière, mais de toute façon, il n'y a rien de bon à stagner ? Ou est-ce qu'au contraire, pour vous, attendre, ça fait partie de la reconstruction de soi-même ? Il n'y a pas de réponse universelle à ça. Par contre, Dave, lui, il a fait son choix. Et il en est très heureux de ce choix, c'est incroyable ce qui se passe pour lui, il renoue avec la batterie, avec Tom Petty à la télé. Et du coup, inévitablement, Tom lui dit que c'était génial et que ça serait dommage que ça s'arrête là. Donc, il lui propose de rejoindre le groupe, de faire une petite tournée, pas trop fatigante, d'avoir son propre bus s'il le souhaite. Et voilà, donc c'est vraiment une place permanente qu'il offre à Dave au sein du groupe. Et Dave, il ressent toujours ce truc très désagréable où dès qu'il est derrière une batterie, il voit Kurt Cobain qui est devant lui. Et le fait de jouer de la batterie pour un autre groupe, il a l'impression que c'est une trahison envers Nirvana. Il était le batteur de Nirvana, mais être batteur dans un autre groupe, c'est tout simplement impossible. Donc il s'excuse auprès de Tom et il refuse. Et c'est une très bonne décision parce que Dave s'apprête à vivre un moment décisif pour sa carrière. Dave, il est chez lui, à Seattle, c'est suffocant, ça fait des mois qu'il est en introspection, c'est une période fatigante, il sait pas où il va dans sa vie, il est tout simplement perdu. Et souvent, dans ces moments-là, si on peut se le permettre, il faut partir, il faut changer d'endroit, il faut renouveler ses pensées, il faut évoluer dans un environnement nouveau. Et c'est précisément ce que Dave veut faire. Il décide de partir en voyage pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il sait pas encore, mais ce qu'il sait en revanche, c'est qu'il veut aller en Irlande. Et pas n'importe quel endroit en Irlande, l'anneau du Kerry. Donc il se rend là-bas, il quitte les immeubles et le béton de Seattle pour se retrouver tout seul au milieu de presque rien. Il est entouré de verdure, il est entouré de mer, il passe dans des petits villages tranquilles, il se ressource, ça lui fait vraiment du bien. Et puis un jour, il continue le circuit avec sa voiture de location et il voit un ado qui fait du stop au bord de la route. Donc il ralentit pour le prendre en stop. Et puis là, il y a un détail qui attire tout de suite son attention et qui fait que finalement il s'arrête pas. Cet adolescent porte un t-shirt Nirvana. Alors Dave, qui était serein dans cet endroit reculé du monde, il commence à avoir les mains qui tremblent, il est vraiment pas bien, et il se rend compte que c'est finalement impossible d'échapper à Nirvana. Que peu importe où il ira dans le monde, son passé le rattrapera toujours. Il y aura toujours le fantôme de Kurt devant lui, il y aura toujours quelqu'un pour lui rappeler que c'était le batteur de Nirvana. Dave s'en rend compte à ce moment-là, il a beau courir, il échappera jamais à son passé.
De retour à Seattle, après ce voyage et ce déclic qu'il a eu en Irlande, Dave, il décide de se remettre au travail. Il tâtonne un peu au début et puis finalement, il prend la décision de se mettre sur ce qu'il a toujours aimé faire, de la musique, et de la musique seul. Quand il était ado dans sa chambre, Dave, il avait 2 magnétophones. Il savait déjà jouer un peu de guitare à ce moment-là, donc il enregistrait ses parties de guitare sur un magnétophone, puis avec le second magnétophone, il enregistrait sa partie de batterie par-dessus le premier magnétophone qui jouait sa partie de guitare, et ainsi de suite, il rajoutait de la basse, du chant, et à la fin il avait un morceau. C'est des morceaux dont il a jamais parlé, c'est le seul à savoir qu'ils existent, mais il sait du coup que, ayant fait ça ado, il a les capacités de reproduire ce processus aujourd'hui, à l'âge de 25 ans, enregistrer ses propres chansons en jouant lui-même de tous les instruments. Et c'est précisément ça qu'il va faire. Avec l'aide de son ami et producteur Barrett Jones, ils louent ensemble une maison qui contient dans son sous-sol un studio. Et grâce à ce studio, Dave, pendant plusieurs mois, il se crée un répertoire de différentes maquettes de chansons. Jusqu'au jour où il décide de faire de ces maquettes des vraies chansons. Alors il réserve un vrai studio, un studio 24 pistes, le studio Robert Lang, qui est juste à côté de chez lui. Et s'il l'a choisi, c'est pour une raison particulière. C'est là que Nirvana ont enregistré ensemble leur dernier morceau, You Know You're Right. Dave, il a un plan assez fou, enregistrer 15 morceaux tout seul en 6 jours. Il prévoit de faire 4 morceaux par jour en courant d'un instrument à l'autre, en faisant si possible qu'une seule prise, et le dernier jour il fera les voix et le mixage des chansons. Donc pour ça il répète énormément en amont, il établit un planning précis de quelle chanson sera enregistrée à quel moment, il faut qu'il y arrive, il veut se prouver qu'il est en mesure de réaliser ce défi. Il s'est tellement bien préparé qu'il plie chaque morceau, guitare, batterie, basse, en 45 minutes. Il transpire, il a les mains encore tremblantes de la batterie qui passe à la guitare, il finit d'enregistrer la basse, il boit une gorgée de café et il passe à la chanson suivante. C'est un rythme assez fou, mais à la fin de la semaine, les 15 morceaux sont enregistrés. Et Dave, pour la première fois de sa vie, il est fier de sa musique, il est fier de ses chansons et il assume sa voix. Alors il décide de mettre cet album sur cassette, en une centaine d'exemplaires, et puis il faut se trouver un nom d'artiste. Et il veut pas mettre Dave Grohl dans le nom parce qu'il a peur qu'on compare à Nirvana et qu'il soit catalogué comme le batteur de Nirvana qui fait de la musique en solo. Alors il réfléchit un peu et il se rend compte qu'il a toujours aimé le fait que Stuart Copeland, le batteur du groupe The Police, qui quand ils étaient en train de percer dans les années 80, il a fait un album solo et pour pas être reconnu et pour pas être comparé à The Police, il a utilisé un pseudonyme. Son pseudonyme c'était Clark Kent. Donc Dave, il veut faire la même chose. Il est en train de lire un livre sur les ovnis qui s'appelle Above Top Secret et qui contient des rapports militaires et des témoignages d'ovnis aperçus dans les années 40. Et il y a un terme qui attire son œil qui correspond aux boules de lumière qu'apercevaient les militaires dans le ciel, les Foo Fighters. Alors Dave appose le nom Foo Fighters sur les cassettes, il les offre à sa famille et à ses potes, et c'est comme ça que naît le premier album du groupe, qui est encore un projet solo mais plus pour longtemps, l'album Foo Fighters, qui sort en juin 1995. L'album circule dans l'industrie, il attire l'oreille de certains labels, une tournée est prévue, et Dave il peut pas faire ça tout seul. Donc il décide de recruter des musiciens pour former un vrai groupe. Il embauche Pat Smear, qu'il connaissait déjà puisque c'était le guitariste supplémentaire de Nirvana sur les tournées du groupe. Il fait appel au batteur William Goldsmith, et puis à la base, il demande à Christ, son vieux pote de Nirvana. Et Christ il refuse parce que ça aurait été trop bizarre pour lui. Faut savoir que Kurt est mort il y a 1 an à ce moment-là, donc c'est littéralement hier. Et Christ, il est lui dans un moment de sa vie où il décide de mettre la musique un peu de côté. Les Foo Fighters font donc une tournée de quelques mois pour le premier album. Et Dave, il est aussi frileux avec les interviews parce qu'il connaît très bien les journalistes, il sait qu'ils vont chercher à le comparer à Kurt, à Nirvana, qui vont à tout prix vouloir des infos sur la fin du groupe, mais il s'en sort très bien. Aux
Aujourd'hui, les Foo Fighters, c'est un groupe qui a 30 ans. C'est 11 albums studio, c'est des tournées colossales, c'est des prix reçus, des chansons mythiques comme Best of You, Everlong ou The Pretender, c'est des rencontres, c'est des pertes. Je pense notamment au batteur Taylor Hawkins qui a rejoint les Foo Fighters à la batterie en 97 et qui était le meilleur ami de Dave, ils faisaient tout ensemble. Et bien Taylor, il disparaîtra un soir de mars 2022 à cause d'une fatigue extrême et de plusieurs substances retrouvées dans son corps. Ça a été un drame pour le public, pour le groupe, pour Dave, mais même si Taylor n'est plus là physiquement, croyez-moi bien que son héritage il est assuré. Si les Foo Fighters est un groupe aussi important aujourd'hui, c'est parce que Dave Grohl a un jour pris la décision d'avancer, peu importe ce que lui réservait le futur. Il a traversé la douleur, il connaît la peur, l'appréhension, mais malgré tout, il a trouvé la force de rebondir et de ne jamais s'arrêter. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, a persévéré. Bien sûr, il lui arrive encore aujourd'hui de voir Kurt quand il s'assoit derrière une batterie, et ça lui fait toujours mal. Mais au lieu de rejeter cette douleur, il a appris à vivre avec. Et c'est ça, à mon sens, le secret du succès de Dave Grohl, c'est qu'il a jamais arrêté d'avancer, coûte que coûte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour info, traiter de Nirvana, c'est quelque chose que je m'interdisais de faire depuis le début de ma chaîne, parce qu'il y a déjà tellement de vidéos sur ce groupe que je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus. Et puis finalement, je me suis dit ça peut être un angle super intéressant de parler de Dave Grohl, de comment il a traversé tout ça. Et en fait, au moment où j'écrivais ma vidéo, au moment où j'écrivais mon script, où je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que je prenais un plaisir de malade, parce que réécouter du Nirvana, me replonger dans l'univers Kurt Cobain, tout ça, ça m'a rappelé mon adolescence, qui était une période où je ponçais l'album Nevermind en boucle. Donc ce que je retiens de ça, c'est qu'il faut que j'arrête de me brider, que j'arrête d'exclure volontairement des groupes de mes vidéos, soi-disant parce qu'ils sont trop connus ou trop mainstream, et que j'ai rien à apporter à ça. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, partagez, likez, commentez, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Patreon, je vous mets le lien dans la description. Et d'ailleurs, un énorme merci à ceux qui me soutiennent déjà, ça me donne beaucoup de force et ça me donne un moteur pour faire mes vidéos, donc un énorme merci à vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.